Eh bien, merci Jean et merci à l'UPOPO de nous donner une nouvelle fois cette année la parole. Donc, donner la parole à l'ADFI, notre association qui continue modestement mais sûrement à écouter, conseiller et soutenir les victimes, directes ou indirectes, de dérives sectaires, et à œuvrer aussi pour l'information et la prévention contre ce fléau auprès du grand public, comme nous le faisons une nouvelle fois ce soir. Alors je ne vous cache pas que nous sommes en attente d'un petit câble qui nous permettra de voir les slides accompagnant la conférence d'Isabelle. Donc nous espérons qu'ils vont arriver d'ici la fin de ma petite introduction. Et puis la première partie de la conférence n'aura pas forcément besoin d'images. Après, sinon, advienne que pourra, ma foi. Alors, un petit, vraiment très bref aperçu historique. Après des siècles de monarchie et de soumission à l'ordre théologico-politique de l'Ancien Régime, un vent de liberté et de progrès soufflait sur la France à la fin du XVIIIe siècle, inspirant au révolutionnaire Saint-Just cette phrase qu'il a prononcée le 3 mars 1794 dans un discours adressé aux monarchies voisines, avec la volonté de diffuser les lumières de la Révolution française. Donc je cite, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». C'est une phrase qui est demeurée célèbre depuis. Et à peu près à la même époque, de l'autre côté de la Manche, un certain Jérémie Bentham, philosophe à l'origine de la pensée utilitariste, proclamait, lui, que la meilleure action est celle qui maximise le bonheur pour le plus grand nombre. Alors, un peu plus de 2 siècles plus tard, nous enjambons les siècles, après le goulag, la Shoah, Holodomor, Hiroshima, bref, des millions de morts, au nom d'une certaine idée du progrès de l'humanité, sans compter les risques technologiques et climatiques auxquels nous sommes confrontés mondialement aujourd'hui, force est de constater que l'idée de bonheur collectif a pris un peu de plomb dans l'aile. L'aspiration au bonheur a donc eu tendance à s'individualiser dans des formes qui n'ont pas manqué d'évoluer au fil du temps, de l'American Way of Life des années 50-60 jusqu'à la promotion, dans les dernières décennies, d'un des avatars de ce qu'on appelle le bonheur et dont il va être question ce soir et qui s'appelle le bien-être. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir une définition du bien-être. Dans le dictionnaire Larousse, on a comme définition un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Le Robert, lui, évoque une sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques et l'absence de soucis. Et enfin, le dictionnaire de l'Académie française parle d'une situation, disposition agréable du corps et de l'esprit. Le bien-être serait donc une version un peu plus modeste, plus accessible et surtout plus physiologique et psychologique du bonheur. Vous avez remarqué qu'il est question, dans les 3 définitions que je viens de donner, du contentement du corps et de l'esprit. Ainsi, alors, si tout le monde s'en tenait à cela, ça ne poserait pas de problème. Pendant des siècles, les philosophes nous ont donné des recettes du bonheur, pourquoi pas aujourd'hui des recettes du bien-être. Le problème, c'est que dès lors où on touche au corps et à l'esprit de chacun, on touche au subjectif, au personnel, à l'intime, voire à l'intimité. Et comme dans d'autres domaines où le corps et la psychologie jouent un rôle central, je pense notamment au sport ou au monde du spectacle, le rôle de l'éducateur, du formateur, du coach, comme on dit maintenant, est central et peut d'autant plus facilement dériver vers le statut de gourou qu'il ou elle, d'ailleurs, c'est quand même souvent il, a accès à l'intimité physique et psychique de son élève, qui peut ainsi devenir son adepte, son disciple, voire sa victime, comme on le voit dans le phénomène des dérives sectaires malheureusement très présent, et pour cause dans le domaine du bien-être. Les chiffres à cet égard sont assez éloquents. Le nombre de signalements et de demandes d'informations reçues à la Miviludes, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, dont je vous parle systématiquement à chaque conférence de la DFI, est passé d'environ 3 000 en 2020 à plus de 4 500 en 2024. Et il se trouve que sur la dernière période du rapport de la Miviludes, qui porte sur les années 2022-2024, la santé et le bien-être représentent les domaines les plus traités,
à hauteur de 37%, juste devant les cultes et les spiritualités à hauteur de 35%. Et en effet, vous l'aurez sans doute remarqué, on ne compte plus les émissions consacrées au bien-être, les livres pour lesquels des rayons sont même spécifiquement dédiés désormais dans les librairies, et même les supermarchés ou les stations essence, les podcasts, les vidéos, les influenceurs, jusqu'aux salons bien-être qui fleurissent un peu partout, et y compris dans notre département, souvent associés d'ailleurs à d'autres pratiques, ce qui devrait peut-être aussi nous faire réfléchir. Bien-être et santé naturelle, bien-être et développement personnel, bien-être bio et thérapie, bien-être et spiritualité, bien-être et médecine alternative. En début d'année, à 2 pas d'ici, là au Cube, on a même eu droit à un salon bien-être et art divinatoire. Alors je ne sais pas trop quel est le rapport, mais c'est dire en tout cas l'importance et la pertinence d'aborder ce thème avec vous aujourd'hui, grâce à une conférencière qui sait de quoi elle parle, puisqu'elle a été et demeure une praticienne du bien-être, tout en ayant été elle-même victime des dérives de ce milieu. Merci donc aussi, chère Isabelle, d'avoir accepté notre invitation à intervenir ce soir sur ce sujet qui te tient à cœur comme à nous-mêmes. Et avant de te céder la parole, je voudrais simplement vous préciser également que Christine Détombe, la présidente d'une autre ADFI, Champagne-Ardenne Sud-Lorraine, nous a mis à disposition ce soir 3 petits kakémonos où vous retrouverez en sortant, vous pourrez regarder un petit peu, des informations sur ce que c'est qu'une dérive sectaire, sur les mécanismes de l'emprise et je crois les repères pour repérer un danger de dérive. Il y a 3 kakémonos que vous pourrez regarder un peu à la fin de la conférence. Vous avez également à disposition des petites brochures gratuitement voilà, sur la table, là, si vous voulez vous renseigner sur ces thématiques. Et voilà, je laisse la parole à Isabelle et je crois que le câble est peut-être arrivé. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours qui est malheureusement banal. De ma volonté de devenir masseuse bien-être à la dérive sectaire dans laquelle je suis tombée plusieurs années après. Ah, super. Merci. Donc, je suis masseuse bien-être encore. J'ai une auto-entreprise. Je me suis formée en 2008, donc j'avais 23 ans. Et mon but, en fait, c'était de pouvoir m'occuper des gens. Parce que c'était ce que je voulais faire. J'avais déjà des diplômes dans le sanitaire et social. Et donc, c'était une continuité. J'étais un petit peu perdue. Je me suis dit, le massage, ça a l'air très bien. Je m'occupe des gens, je leur fais du bien. Et ma deuxième passion, c'était le voyage. Donc, je m'étais dit, super, le métier, j'ai trouvé, je pourrais faire du bien aux gens partout dans le monde. Donc, je trouve une formation, un centre de formation qui était bien réputé sur Paris. Formation Massage du Monde, ça s'appelait, sur 9 mois. Alors sur 9 mois, c'est en fait 1 semaine par mois, voire 1 mois et demi des fois. C'est des formations privées, très chères. Et en fait, il y a juste les intitulés. On ne sait pas trop finalement ce qu'on va trouver dans ces formations. En l'occurrence, moi qui cherchais juste des protocoles de massage, je suis sortie avec la possibilité de sauver le monde. Donc très simplement, j'apprends mon premier protocole. C'est la fin. et donc tout va bien, massage du dos, tout ça. Et très rapidement, on va m'expliquer qu'il va falloir que je canalise mes énergies pour ne pas les partager à mes clients et aussi me protéger de leurs énergies à eux. Donc bon, c'est flou, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Et donc en fait, on va m'apprendre plusieurs protocoles de massage qui ont à voir clairement avec de la spiritualité, avec des croyances de religion plutôt asiatique. On va travailler avec la médecine traditionnelle chinoise, avec l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle d'Inde. Et donc on va m'apprendre des concepts en fait anatomiques qui n'ont aucune validité scientifique. Et le problème, c'est qu'à aucun moment on nous le dit. C'est présenté toujours comme une vérité.
J'ai fait plusieurs centres de formation et à chaque fois c'est la même chose en fait. On nous apprend les protocoles en nous disant c'est comme ça, on a les méridiens qui nous traversent, on a les points d'acupression, d'acupuncture et on apprend à les travailler et puis ça va stimuler l'auto-guérison du corps, hein, ça revient très souvent. Et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, il y a aussi l'engouement du groupe qui fait que finalement, personne pose trop de questions, quoi. Chacun, en plus, arrive avec ses croyances déjà. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais déjà assez intéressée par tout ce qui était très naturel, quoi. Pour moi, il fallait absolument retourner à quelque chose de naturel. Donc, la médecine par les plantes, les huiles essentielles, tout ça, ça m'intéressait énormément. Et donc, dans cette formation, on m'a proposé une semaine de formation aux huiles essentielles, d'ailleurs. Alors, on nous met en garde sur la toxicité, mais en fait, on nous donne des vertus qui n'existent pas, qui n'ont pas été prouvées, quoi. Ce sont juste des suppositions. Par exemple, sur les émotions, telle huile essentielle va avoir tel impact sur telle émotion. Bon, non, en fait, on ne sait pas, c'est des suppositions, c'est des croyances tout simplement. On nous apprend ça comme si c'était un cours académique, quoi. Donc moi je suis très emballée par les médecines traditionnelles, tout ça. Donc l'Ayurveda en particulier, le massage ayurvédique, le protocole en lui-même est super chouette. Donc si vous en voyez sur des cartes, hein, n'hésitez pas, il est très chouette, hein. Le problème c'est derrière, on peut avoir un discours complètement hors sol, hein, qui va vous proposer en fait un effet thérapeutique. Et il est là le problème, quoi. C'est que à chaque fois on me disait là vous allez pouvoir travailler sur telle pathologie, sur tel problème, autant physique que psychique. Et à aucun moment, voilà, on revient sur le fait que ces médecines ne sont pas valides et que, en l'occurrence, en Inde aussi, ils ont des hôpitaux, hein, où la médecine traditionnelle indienne n'est pas utilisée. Donc voilà, il y a tout un folklore en fait qui amène aussi à fantasmer complètement les cultures et à essentialiser. J'ai besoin. Par exemple, sur le soin énergétique chinois que j'ai appris, et ça c'est quand même intéressant parce que direct, c'est pas un massage, quoi, c'est un soin énergétique chinois et en plus c'est pas du tout agréable. Alors ça, si vous le voyez quelque part, je m'en souviens plus, mais c'est le méridien Shrongmai qu'il fallait stimuler. Excusez-moi. Et pour ça, il fallait prendre un gant rêche et frotter sur les méridiens, notamment au niveau des jambes et des bras, il me semble, jusqu'à ce que ça devienne rouge. Et ensuite, il fallait appuyer très fort sur des points d'acupression qui étaient censés nous apporter tel bien-être, quoi, au niveau de tel organe, au niveau psychologique, tout ça. Bon. Mais on exécutait, hein, en fait, hein, c'est tout. Et on utilisait aussi un cristal de roche. Donc ça s'appelle la lithothérapie, si vous ne connaissez pas. Le cristal de roche, au niveau du ventre, il fallait faire, je ne sais plus, hein, une croix qui travaillait aussi sur certains points. Et donc il était censé canaliser l'énergie. Il fallait bien le mettre dans le bon sens, hein. Il avait un bout arrondi et un bout pointu. Surtout à l'envers, c'était grave. Et donc il y avait voilà, une énergie qui devait traverser. Et ça allait faire plein de trucs qu'on ne sait pas trop au final, mais en tout cas équilibrer les énergies qui traversent le corps. On appelle ça aussi la force vitale, le chi ou le ki. Voilà, il y a plein de noms pour définir en fait la même chose, en gros, et qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est au final. Donc après ma formation, je n'ai pas vécu mon rêve de voyage parce que je suis tombée enceinte, mais c'était sympa aussi. Ouais, un voyage sympa quand même. Par contre, en fait, quand on rentre dans ce genre de croyances, parce que même le matin, je me souviens, vous allez voir, je m'en vais partout, hein. Je me souviens dans cette formation, il fallait, et là tu vas me tenir le micro, Fabrice, s'il te plaît. Il fallait en fait, on avait le rituel du matin, il fallait se frotter les mains comme ça, jusqu'à ce que ça chauffe, et puis petit à petit, on les séparait et on devait sentir un flux, hein. Et tout le monde le sentait, hein. Bon,
la chaleur. Et petit à petit, on devait l'agrandir jusqu'à ce que ça devienne un ballon et qu'on puisse le moduler, quoi, et bien ressentir en fait cette bulle, quoi. Et ça, c'était censé être notre énergie qu'on arrivait petit à petit à maîtriser. Et ensuite, comme on était masseur, qu'on allait travailler sur les gens, il fallait aussi l'agrandir jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans une bulle. Autant pour se protéger des énergies potentiellement négatives des gens, autant pour les protéger aussi des nôtres. Merci. Donc c'est quand même marrant, c'était vraiment un rituel totalement banalisé, quoi. Encore une fois, moi je venais pour des protocoles à la base. Bon. Et donc je ressors de cette formation en étant croyante, clairement. Et puis on m'a dit que j'avais la capacité aussi de soigner. Et donc ça donne en fait plusieurs portes à aller plus loin dans l'envie d'aspect thérapeutique. Et d'ailleurs, beaucoup de filles, on n'était que des femmes de cette formation, ont continué après des formations en thérapie alternative pour agrandir le catalogue de prestations. Et donc je rentre dans un milieu comme ça, donc on reste en contact, et avec la maternité aussi, je reste dans cette idée de naturel. Je reste aussi, j'étais plutôt engagée écologiquement parlant, et je retrouve aussi ces préceptes spirituels en fait dans les combats écologiques. Donc je me dis bon ben, enfin voilà, le monde fonctionne comme ça, quoi, et tout le monde le sait en fait. En tout cas, voilà, il y a des gens éveillés. Il se trouve que c'est dans mes centres d'intérêt. Bon, ben, voilà, je m'éveille aussi, quoi. Il y a eu, je me souviens par exemple, je voulais faire une formation sur les plantes sauvages comestibles, et là pareil, donc j'arrive, c'est quelque chose de pragmatique dans ma tête, et en fait on a fini à danser main dans la main pour chanter Gaïa, quoi. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on rentre dans chaque milieu qui me tenait à cœur, je retrouvais ces notions de spiritualité, de syncrétisme en fait, d'un mélange de spiritualité asiatique avec quelque chose de très ésotérique au final, bref. Donc j'ai continué comme ça plusieurs années, je vais sauter plein d'étapes jusqu'à ce que j'ouvre mon auto-entreprise, bien plus tard donc, et que je veuille étoffer un petit peu mon catalogue de prestations, et je décide de me former au massage tantrique. Le massage tantrique, c'est quelque chose de présenté, alors ça a plutôt mauvaise presse généralement parce que c'est considéré comme quelque chose de plutôt sexuel. Et moi, j'y allais pas du tout pour ça, mais par contre, j'avais cette envie de découvrir un protocole différent déjà, c'est quelque chose de très doux. Et puis, il y a ce côté très holistique qui prenait vraiment tout l'aspect physique, psychologique et spirituel de la personne. Et il avait l'air d'avoir des effets assez incroyables. Donc, je trouve un praticien sur Bordeaux. Moi, j'habite à Bordeaux. Et je décide d'abord de tester un de ces massages. Donc en fait, dans le tantra, on aime bien mettre des couleurs. Donc il y a le tantra blanc, le tantra rouge, le tantra rose, le tantra arc-en-ciel, je vous jure. Et donc je décide de tester le tantra blanc, qui est à peu près le plus soft. Et donc ce praticien qui est adorable, je vais vous faire un petit portrait quand même, c'est important. Évidemment, il est très sympa. Il est très à l'écoute, il est assez charismatique, il est sûr de lui, il est très droit, et il a l'air de savoir des choses sur moi. De suite, en fait, la première séance, il me disait je vois que tu as eu des souffrances dans ta vie, tu as besoin d'exprimer quelque chose, je vois bien que tu as des secrets. Voilà, il me met en confiance, il me valorise aussi. Forcément, j'avais quelque chose, je dégageais quelque chose de bon, d'assez spécial, d'assez unique, tout ça. Bon,
Et il était plutôt cool aussi. C'était un praticien, il avait des tatouages partout, il n'était pas désagréable à regarder et tout. Et en fait, ça a une importance. Et le cadre, ce qu'il avait fait comme cadre dans son cabinet, c'était super agréable, quoi, vraiment quelque chose de feutré, de très cosy. Donc ce massage s'effectue nu, complètement nu. Il faut vraiment une confiance, quoi, assez importante. Le massage se passe très bien. Et puis je pars de chez lui très heureuse parce que pendant au moins 24 heures, je ne sais plus trop, mais je me suis sentie en pleine forme. Vraiment un bien-être. Je me suis sentie très légère et vraiment une énergie. Je ne comprenais pas, je m'attendais à rien en fait. Moi, je voulais voir si le protocole me plaisait pour savoir si je voulais me former en fait et pouvoir le proposer à mes clients. Mais vraiment, j'ai été agréablement surprise. Donc, je me dis, je vais tester plus loin le tantra rouge. Donc, c'est un massage qui dure plus longtemps, qui va s'arrêter un petit peu plus. Enfin, voilà, il va prendre plus de temps sur les zones. Et donc, je me lance, je retourne là-bas. Même sensation, le massage est très agréable, très doux. D'ailleurs, c'est très différent des massages classiques. C'est presque de la caresse. Et c'est pas habituel, hein, normalement. Voilà, le massage, c'est pas ça. Et en fait, pendant cette séance, ça dérape. Et il va trop loin. En fait, je savais, parce que dans sa pub, c'était écrit, je savais qu'il passait sur les zones génitales. J'étais au courant. Mais je savais pas que c'était si loin que ça. Et pour vous donner une idée, il a eu une phrase, je vous laisse juger de cette phrase, il m'a dit « c'est le corps qui me dit jusqu'où je peux aller ». Voilà. C'est mon inconscient, en fait, mon corps parlerait à ma place, même si moi je ne le sais pas, il avait le droit d'aller si loin. Donc je parle de ça parce que c'est important de comprendre que dans les dérives, et notamment dans le tantra, c'est quand même quelque chose de très régulier. C'est vraiment un des risques les plus importants, hein. Donc le tantra, je ne sais pas si vous connaissez peut-être. Levez la main s'il vous plaît, si vous connaissez un petit peu. Oui. Donc en fait, c'est issu d'une spiritualité qui a notamment en Inde, dans le Nord et au Bhoutan. Et en fait, il n'y a pas du tout de massage là-bas. Non, ça c'est très occidental. On a créé des massages. Et en fait, on a aussi complètement dévoyé ces croyances en mettant en avant l'aspect sensuel, on va dire. Donc les gens qui s'inscrivent à des stages de tantra ou simplement vont voir des praticiens, en fait, il y a quand même ce côté de développer une sexualité sacrée, hein, comment ils appellent, voilà. Moi, là, c'était vraiment un massage, et il le mettait comme ça, quoi, massage, et donc il y avait ce côté énergétique, etc. Bon, bref, comme je vous dis, ça va loin, mais j'ai pas trop réagi. J'ai pas vraiment réagi, et surtout, je sais pas, j'avais déjà une confiance en ce praticien, et il faut savoir que je sortais d'une période difficile, et que voilà, j'étais pas alerte. J'étais en période de faiblesse. Je venais de vivre quelque chose de pas facile. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me plaît. Et bon, ça dérape, c'est pas grave. Je me dis, ça arrive. En même temps, bon, je me suis laissé faire. Hein, je vais pas me plaindre. Et donc, je ressors. Et encore une fois, je me sens pleine d'énergie. Je vais insister sur mon ressenti parce que c'est vraiment très important. Dans l'adhésion en fait à des croyances qui peuvent aller très très loin et donc dans les possibles dérives sectaires que ça peut emmener. Pendant bien une semaine, j'ai eu plein de fourmillements dans mon corps, vraiment. Et forcément, c'était relié à son massage, puisque ça s'est déclenché immédiatement après. Il y avait ces espèces de vibrations. Voilà, je me souviens, je me disais, mais je vibre de partout, c'est incroyable, ça passe pas. J'étais vraiment très en forme. Je pouvais dormir que 3 heures et je pétais la forme. Je faisais des séances de sport tous les jours, je faisais de la méditation. Alors, j'ai jamais aimé la méditation, mais le fait de me concentrer, tout ça, j'y arrivais. Enfin, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre, vraiment.
C'était assez incroyable. Et j'ai cherché un petit peu, parce que je vous explique rapidement, peut-être certains comprennent. J'avais des sensations au niveau du bas du dos, vraiment très fortes, des fortes vibrations en fait. Et petit à petit, chaque jour, ça remontait, et ça s'arrêtait à certaines zones. Jusqu'à ce que une nuit, j'arrivais pas à m'endormir et j'ai eu comme un flash en fait au niveau du front. C'était très très intense, vraiment quelque chose d'intense. Je le ressentais bien, c'était incroyable. Et en fait, pour certains, vous allez reconnaître, en cherchant sur Internet d'autres témoignages comme ça, j'ai trouvé que c'était une montée de Kundalini. Voilà. Vous connaissez un peu montée de Kundalini ? Non, c'est vrai. Bon, c'est pareil, ouais. C'est pareil, c'est des croyances, donc ça correspond aussi aux chakras, comme quand on aurait 7 chakras, enfin maintenant on en a 14, je sais plus, bon, je me suis perdue, et donc ce serait un éveil spirituel, quoi, en gros. Voilà. Donc, super, donc je le contacte, je lui explique, voilà, c'est incroyable, j'ai ça, je ressens ça, il me dit oui, je sais, des fois je pousse un peu trop dans les énergies, enfin, bref, il ne se prenait pas pour rien, quoi. Et ok, donc c'est lui, il m'a déclenché ça. Donc moi, dans ma tête, il a des pouvoirs. Voilà, de suite. Donc après 2 séances, c'est sûr, il a des pouvoirs. Il a réussi à me déclencher quelque chose d'assez incroyable et je suis en train de vivre un éveil spirituel, mais cet homme est incroyable. Donc je prends sa formation. On est en tête-à-tête pendant plusieurs séances où il va m'apprendre le protocole. Et en fait, je ne sais plus combien de séances j'ai fait, mais j'aurais pu vraiment m'en passer. Le protocole dure, en 2 heures, j'aurais tout appris. Donc en fait, ça va finir en relation avec cette personne. Et on va parler de spiritualité, oui, beaucoup d'ésotérisme. Je vais me sentir très très valorisée, donc à une période où je me sentais pas justement valorisée. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien en fait de rencontrer quelqu'un qui trouvait des grandes qualités, des pouvoirs en fait. Oui, il me disait, tu te rends pas compte, mais tu as ça en toi, tu peux transmettre ça, tout ça. Donc, bon, c'était assez incroyable. Donc je le lâche pas. Et là, clairement, j'étais sous emprise de cet homme. Il me propose de faire une formation collective, donc on était une trentaine de personnes, à savoir que le week-end de formation coûtait 250 €, donc x 30. Voilà, au passage, c'est quand même sympa pour lui. Et donc cette formation, en fait, elle a été très différente, et là j'ai appris vraiment plein de trucs, comme... par exemple, qu'on n'allait pas passer dans la 5e dimension, mais dans la 11e. Voilà. Vous le saviez ? Non, hein ? Bon, non plus. Je l'ai appris là. Et très très vite, en fait, il déroule des discours qui m'a... Bon, je me dis, c'est pas grave. C'est pas grave, il a quand même quelque chose à m'apprendre. Donc je passe sur tous les discours bizarres, mais ça va clairement de la spiritualité. Bon, on était dans le tantra, donc je savais qu'on parlait énergétique, mais à des théories conspirationnistes très très hard. Donc là, on parlait de la Terre creuse. C'est pas la Terre plate pour lui. Là, c'était la Terre creuse avec les reptiliens. Voilà. Mais très rapidement, en plus, il avait confiance. Après, il y avait des gens du groupe qui revenaient à chaque fois. C'est étrange parce que on voit bien l'impact, quoi. Les gens revenaient les années, tous les ans. Et donc, il savait qu'il avait quand même son petit groupe qui allait complètement adhérer, quoi. Et personne ne... On était quand même 30, et il n'y a personne qui disait « Mais t'es sûr de toi, là ?» Non, personne ne disait ça. Donc, il nous faisait dire des mantras tous les jours, il nous faisait parler à nos guides. En fait, on a tous des guides invisibles et on peut leur poser des questions. Il faut juste être un peu éveillé, quoi. Il faut savoir poser les questions, se concentrer fort, et nos guides nous appellent et nous envoient des signes. Voilà. Les archanges, le quantique, voilà, le quantique qui va revenir très souvent dans la spiritualité New Age. On faisait des bénédictions sur la nourriture aussi, sur un peu tout, quoi, pour enlever les mauvaises ondes.
Comme ça, il pouvait manger plein de McDo, il n'y avait pas de souci, c'était des bonnes ondes. Le discours anti-médecine aussi. Donc moi qui étais déjà dans le truc, bon, il faut se soigner le plus possible au naturel, tout ça. Bon là, il a eu un discours vraiment en disant que c'était complètement dangereux et irresponsable d'aller voir un médecin, quoi, en gros, hein. Il y avait les chemtrails aussi. Bon, bref, toutes les théories y sont passées. Et surtout, c'est lui qui détenait le savoir universel. Il disait, vous pouvez toujours aller voir d'autres praticiens, mais bon, sachez qu'ils vont vous raconter des bêtises, c'est quand même ici que vous trouverez la vérité. Voilà. Et comme je vous disais, je suis sur Bordeaux, et donc on était les élus, nous, le groupe, et c'est parce qu'il y avait un portail énergétique, quelque chose comme ça, quoi, un vortex, hein, qui était ouvert à Bordeaux, et voilà, c'est pour ça qu'on était tous réunis dans la même salle. Il y avait évidemment la notion de vie antérieure, donc on s'était connus pendant plusieurs vies, tout ça. Il faut savoir que ce monsieur avait un petit harem, hein, dans le groupe, hein, il s'était permis bah voilà, hein, c'est le corps qui veut ça, hein, c'est l'univers qui veut qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent aller dans son lit, quoi. Et il y avait donc sa femme, et donc il y en avait, je sais plus, au moins 4, quoi, dans la formation. Et ça posait pas de problème parce qu'il y avait un espèce de discours d'amour libre, tout ça, l'amour universel, donc allons-y, mélangeons-nous tous, quoi. Voilà. Il m'avait dit qu'on s'était reproduit déjà, qu'il n'avait pas d'enfant terrestre, mais qu'il en avait dans l'univers. Enfin bon, bref, vous voyez un personnage vraiment délirant, quoi, délirant. Et comme j'étais fortement sous emprise, en fait, je ne prenais pas en compte ces discours-là, très très fort. Et moi, je voulais juste qu'il m'apprenne son pouvoir. C'est tout ce qui m'intéressait. Voilà. J'étais fascinée parce qu'il était capable de faire avec ses mains, parce qu'il m'avait déclenché des ressentis extrêmes. Et tout le reste, je faisais abstraction. Par contre, voilà, j'en viens à ma sortie. J'ai pas fait le dernier week-end de formation parce que j'ai tilté. J'ai eu des doutes à partir du moment où j'ai vu qu'il ne prônait pas cet amour, enfin, qu'il prônait l'amour universel, la bienveillance, la bienveillance, etc. Et que finalement, il se permettait de cracher derrière les gens. Il me disait, oh, tu vois, elle me saoule. Bref, il était pas sympa. Et moi, je comprenais pas, hein, parce que moi, j'étais vraiment cuit les petits oiseaux. Moi, c'était, ça y est, j'ai trouvé des gens absolument bienveillants, purs, machin. Et donc j'ai commencé à le citer. Je voyais aussi que dès qu'on lui apportait la contradiction, ça n'allait pas. Il faut savoir que voilà, dès qu'on le contredisait, on avait des démons sur nous, tout ça, quoi. Donc c'était complètement irréfutable en fait. Voilà. On a des démons, ah d'accord, ok, donc tu as raison. Et donc tout ça, ça m'a mis le doute, l'aspect humain. D'abord, voilà. C'est vraiment l'aspect humain qui m'a fait me dire, mais finalement, est-ce qu'il est vraiment si bon que ça? En plus, je réfléchissais, qu'est-ce que j'ai appris depuis que j'ai commencé ces formations? Bof, pas grand-chose. Je stagne, là, j'ai rien appris. Bon. Et puis ensuite, j'ai cherché si ces théories étaient vraies. Et j'ai commencé à trouver des vidéos d'abord ou des articles de science qui disaient que non, en fait, la médecine quantique, ça n'existe pas. Non, en fait, les bovis, c'est une unité de mesure pour calculer notre taux vibratoire, hein, qui vient donc de la quantique. Ça n'existe pas non plus, ce sont des concepts New Age. Et je me dis, mais non. Et donc, mon cerveau a résisté pendant un petit moment, et finalement, pas si longtemps que ça. Et donc j'ai refusé d'aller au dernier week-end parce qu'il y avait trop de doutes en moi. Je n'aimais plus cette personne, je la sentais fausse, il me faisait peur même maintenant, et à ce moment-là. Et petit à petit, donc en lisant plein d'articles, en regardant des vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières de penser, et notamment de penser de manière rationnelle. Et de comprendre certaines méthodes en fait de pensée qui amenaient à avoir peut-être plus de discernement.
Moi qui étais plutôt, pas anti-science, mais je me disais, oui, bah, la science n'explique pas tout. Et bien là, je me suis dit, mais quand même, elle explique un petit peu mieux que les praticiens que j'ai rencontrés, quoi. C'est-à-dire que bah, les gens sont d'accord pour dire ça, alors que le thérapeute, là, il m'avait dit pas la même chose que lui, que elle, machin. Et en fait, je me sens beaucoup plus en confiance avec ce que je vais lire, et je vais m'intéresser fortement à la méthode scientifique, à la zététique, à tout ce qui est épistémologie, neurosciences, machin. Donc on va dire que pendant 2 ans, là, je me suis déconstruite mes croyances, et ça fait mal. Ça fait mal de se dire, après, je suis tombée dans une dérive sectaire. C'était pas possible, jamais j'avais posé ce mot. Et d'admettre, voilà, je suis tombée dans une dérive sectaire, c'est de la manipulation, il coche toutes les cases, je me suis fait avoir, ça fait mal, maintenant je vais essayer de me reconstruire. Et donc ça a mis à peu près 2 ans. 2 ans où j'ai mangé de la science, quoi. Moi qui avais été un peu l'oublié de la science, je considère ça de l'école. Et voilà, je m'y suis intéressée et c'était formidable. C'était beaucoup mieux que mon éveil spirituel. Après ça, je me suis impliquée dans la lutte contre les dérives sectaires et j'ai créé, au début, c'était juste sur les réseaux sociaux, j'ai créé le cercle du bien-être rationnel, un titre un petit peu provoque, un petit peu, voilà, on le voit. On le voit, donc en fait, le principe, c'était tout au début seulement de proposer des pratiques bien-être sans spiritualité, pour ne pas tromper les gens et sans thérapeutique non plus, quoi. Sans prétention thérapeutique infondée. Voilà, donc là, on arrive au moment où je crée le cercle du bien-être rationnel et je vais vous montrer depuis un petit peu ce que je fais. Donc, vous voyez. Donc là, déjà, Fabrice l'a évoqué, hein, définition globale du bien-être, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même ça. Hein, ouais. Voilà, c'est important de voir que le bien-être c'est subjectif et objectif, hein, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui va être lié au ressenti, bah, on peut pas le nier, on peut pas dire à quelqu'un non, tu ne ressens pas ça. Si, il ressent ça, que ce soit bien, que ce soit mal. Il y a l'échelle de la douleur, vous savez, de 1 à 10, on peut aussi faire pour l'échelle du bien-être, pour à peu près évaluer le bien-être des gens. Voilà, c'est subjectif. Et c'est objectif aussi parce que il y a des études, hein, les citadins vont avoir un mal-être dû aussi à la qualité de vie, moins de verdure, plus de pollution, plus de bruit, tout ça. Évidemment, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, l'isolement, hein, que ça va entraîner, tout ça, ça va avoir des conséquences sur le bien-être de la personne. Donc, en fait, je fais des cartes mentales comme ça. C'est des cartes mentales. C'est des cartes de vulgarisation, en fait, des thérapies alternatives, des pratiques bien-être qu'on peut retrouver. Globalement, je les présente un petit peu toutes de la même manière, avec une description, définir le concept, un petit point historique, donc les origines. Donc là, par exemple, pour les fleurs de Bach, on voit ce que c'est déjà, parce que juste pour informer, on voit les méthodes d'extraction, les origines. C'est important parce qu'en fait, on va voir qu'il y a à peu près toujours les mêmes origines. Edouard Bach, par exemple, a fait sa classification sur l'observation personnelle, l'intuition, l'auto-expérimentation et des associations symboliques. C'est tout l'opposé de la méthode scientifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça reste informatif, quoi. C'est pas accusateur, c'est un peu neutre, quoi. Ensuite, il y a les prétentions. Donc, chaque fleur correspond à un état émotionnel pour les fleurs de Bach, tout ça. Et encore une fois, c'est sur son intuition qu'il a eu ça. Faut savoir qu'en plus, c'est couplé avec du brandy, donc avec de l'alcool. Il y a très peu de plantes au final, à l'intérieur. L'état actuel des connaissances, ça je le mets à chaque fois. Là, on voit qu'il y a eu des essais cliniques qui n'ont rien donné. Hein.
par rapport au placebo, on a les mêmes résultats. Et après, bon, ça dépend. Là, j'ai mis des petites réflexions. Les améliorations observées peuvent s'expliquer par ça, ça, ça. En fait, c'est juste pour amener une réflexion. C'est quoi cette pratique ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Et puis finalement, on en est où, quoi ? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit ? La science dit que, a priori, non. Pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances. Et donc, pourquoi ça fonctionne ? Voilà. Je fais un design un petit peu différent parce que je vois beaucoup de fiches. Qui sont un petit peu froides, qui ne va pas forcément attirer le public. J'essaye de toucher, d'avoir un aspect un peu plus populaire, quoi. Et c'est pour ça, je mets un peu de couleur, je fais sous forme de carte mentale et pas de fiches. Certains, peut-être que c'est le cas pour vous, certains n'arrivent pas bien à les lire, je sais. Mais globalement, ça passe bien. Et je veux quelque chose d'un petit peu attrayant, quoi. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que, autant d'un côté que de l'autre, j'ai par exemple pour la réflexologie, j'ai des réflexologues qui vont venir me remercier. Okay. Parce qu'ils vont garder que ce qui plaît, en fait. Et c'est marrant parce qu'ils vont utiliser mes cartes, sauf qu'ils ne voient pas l'autre partie, quoi. Des problématiques. Donc j'en ai quelques-uns qui sont venus faire ça. Et de l'autre côté aussi, j'ai des sceptiques qui viennent rigoler. Des sceptiques qui ne lisent pas, en fait. Donc ça, à chaque fois, ça me fait rire. Je fais un petit tri comme ça. Ils ne lisent pas tout. Et en fait, avec cette façon de faire, je vois bien que on ne sait pas dans quel camp je suis. Est-ce que je valide ? Est-ce que je suis plutôt contre ? C'est assez rigolo les réactions. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Je vais garder ça, en fait. Il faut que les gens réfléchissent un peu, quoi. Alors c'est évidemment de la vulgarisation de la vulgarisation. Hein ah oui. Je fais un tri assez important. Quand je poste ça sur mes réseaux, j'ai toujours les sources, parce qu'évidemment, c'est pas moi qui invente tout ça. Donc voilà, je fais un tri assez énorme et évidemment, il faut aller voir plus loin. Pour la lithothérapie, par exemple, il y a un autre impact, un impact environnemental, sociétal et humain. Donc ça, il faut le dire. Parce que généralement, on est plein de bonnes intentions, en fait. Ces croyances-là, elles sont... les gens sont persuadés de faire du bien, quoi. Que ce soit les thérapeutes ou les gens qui les utilisent, en fait, on ne pense pas à tout ce qu'il y a derrière. Donc, il y a un impact environnemental. Vous pensez bien qu'il faut les extraire, ces pierres. Et puis, c'est comme les huiles essentielles. Oui, c'est naturel, mais déjà, c'est toxique. Et deux, c'est pas du tout écologique. Il faut des hectares de plantes pour faire un petit flacon. Enfin, bon, bref, voilà. La kinésiologie, je vous ai mis quelques exemples, après c'est fini. C'est pareil, vous voyez, ça fait partie des thérapies alternatives, c'est encore autre chose. Autant la lithothérapie, on peut se dire vraiment, oui, c'est des croyances. Autant la kinésiologie, ça peut prêter à confusion, déjà, il y a kiné. Et puis, il y a un test musculaire, ça fait quelque chose d'un peu plus sérieux. Généralement, c'est en cabinet, donc voilà, c'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose d'ésotérique comme ça, mais si, en fait, dans le concept, on voit bien que c'est encore une fois quelque chose à base spiritualiste. Donc, je vous propose une petite analyse de com, de pub de certains thérapeutes. Donc là, on a la naturopathie qui est un petit peu du coaching d'hygiène de vie, en fait, mais c'est un concept vitaliste à la base, qui part du principe qu'on a une énergie vitale. Donc en fait, elle propose des consultations pour la naturopathie et des séances d'auriculothérapie qui consistent à avoir des points sur l'oreille, à stimuler. C'est de la réflexologie, mais en fait à l'oreille, quoi. Il y en a pour tout de la réflexologie. J'en ai même trouvé la réflexologie vaginale. Voilà. Vous imaginez bien les dérives qu'il y a avec ça. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle propose de s'occuper d'un peu tout. Et en
fait, elle le dit bien, hein, de nombreuses autres indications, liste non exhaustive, donc, et ça concerne tout le monde, enfants, adolescents, adultes et seniors. Elle explique un petit peu le concept, mais voilà, ça fait tout. Les troubles chroniques, les moments de la vie difficiles, et puis pour prévenir des maladies, même quand vous allez bien, allez la voir, quoi. Ensuite, bon, elle fait des phrases qu'on ne comprend pas trop, quoi. La naturopathie régule la chimie du corps et l'auriculothérapie équilibre le système nerveux, et forcément ça fonctionne ensemble, et l'activité de nos cellules orchestrée par le système nerveux, donc c'est bien. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Alors évidemment, on n'a pas de source, hein, de ça. On n'a pas d'études, on ne sait pas. Elle nous l'explique. Faut la croire. Alors elle écrit complémentaire de la médecine parce qu'en fait quasiment tous les thérapeutes le font, hein, c'est pour se protéger donc d'une accusation d'exercice illégal de la médecine. Après, quand les portes se ferment, on ne sait pas du tout ce qui se passe, hein. C'est vraiment pour la pub, il faut un minimum de protection. Donc, comme je disais, la naturopathie c'est pour tout et tout le monde. L'auriculothérapie c'est pour tout et tout le monde. Du coup, en fait, pourquoi il y a les deux ? On retrouve très souvent ça. En fait, ce sont toutes des pratiques holistiques, donc qui prennent en compte tout l'aspect de l'être humain. Et puis, au final, on fait encore des formations qui seront encore plus holistiques, Donc, personne tilte sur ça, mais même moi à l'époque, hein, franchement ça ne me dérangeait pas. Mais voilà, il y a une communication pour les formations qui est vachement bien faite en fait, et c'est très attrayant, quoi. Donc on est holistique plus. La psychophanie, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas avant. Je l'ai trouvée là en cherchant des exemples, hein, de pub. Et donc en fait cette personne consulte, c'est de la psychologie en fait. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez les problématiques dans cette communication. J'ai souligné un petit peu des trucs. Elle parle d'inconscient à inconscient, donc ça voudrait dire que, je sais pas, une espèce de télépathie, on ne sait pas très bien, quoi. Donc l'inconscient, c'est un concept psychanalytique, hein, à la base, donc elle reprend ça. Elle se place en état de réceptivité. Et puis après, elle écrit ce qu'elle voit, en fait, de vous. Et elle a une sensibilité particulière. Donc encore, il y a son parcours et sa sensibilité pour aider les personnes ayant vécu des traumatismes, des violences. Bon, voilà. C'est bien d'être sensible à ça. C'est mieux d'avoir des compétences, quand même. Et ça, on le retrouve très souvent. Il y a beaucoup d'accompagnement psychologique. Mais bon, pour rappel, il n'y a que psychologue qui est valide, qui est une formation validée par la science, avec des preuves à l'appui. Et psychothérapeute, par exemple, ce n'est pas une profession qui est encadrée. Voilà. Tout le monde peut s'appeler psychothérapeute, et la psychophanie, je découvre. Donc les interprétations de chacun, c'est potentiellement très dangereux, et malheureusement, on en trouve beaucoup dans les pratiques bien-être. L'ostéopathie, est-ce que quelqu'un a déjà consulté un ostéopathe ici ? Oui ? Est-ce qu'il y a des ostéopathes ici ? Non ? Ok. D'accord, allez, on y va. Maxence est un ostéopathe exclusif. Donc il va utiliser, il dit que l'ostéopathie est une médecine manuelle. Donc l'ostéopathie n'est pas une médecine, hein. Clairement, ça n'est pas une médecine, ce n'est même pas une profession de santé, elle n'est pas reconnue. Il la demande, mais non, et fort heureusement. Il met en avant certaines pratiques qui sont issues de l'ostéopathie, tout à fait musculo-squelettique, c'est ce qu'on va appeler la thérapie manuelle. Myofaciale, viscérale et crânienne, et on retrouve ça que dans l'ostéopathie parce que rien n'indique, il n'y a aucune preuve d'efficacité de manipulation à ce niveau-là, voilà, contrairement à ce qu'affirme l'ostéopathie. Donc il fait des formations en pédiatrie. Alors je ne l'ai pas souligné, mais la pédiatrie, en fait, il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas d'indication pour amener des bébés chez l'ostéopathe, contrairement à ce qu'on entend très très souvent. Je sais que les sages-femmes envoient chez l'ostéopathe. Et ben non, en fait, il n'y a pas d'indication. S'il y a un vrai problème, c'est un pédiatre ou un kiné. L'obstétrique, c'est grave parce que c'est interdit complètement. Ils n'ont pas à faire de toucher interne. Il n'y a aucune efficacité. Il y a des ostéos qui ont quand même
fait des touches internes à des bébés. Parce que sous prétexte qu'en fait ils avaient un coccyx qui n'était pas à la bonne place, enfin ce genre de truc. Donc je ne dis pas que les ostéopathes en fait ils y croient en fait. Ils y croient. Ils pensent vraiment qu'il y a une efficacité thérapeutique à faire ça, sauf que non. Et c'est illégal. Donc voilà, si on vous propose ça, c'est non, clairement. Après, voilà, il y a toujours des rapports, on ne sait pas trop quoi. Quel est le rapport entre les neurosciences et l'ostéopathie? Bon, je sais pas. Voilà. Et j'ai fait une carte d'ailleurs sur l'ostéopathie. En fait, c'est pareil, regardez les origines. Hein. Il était magnétiseur, rebouteux, spiritualiste. Et en fait, il a eu une illumination divine. Il pense que Dieu lui a en fait apporté les connaissances de l'ostéopathie. Voilà. Et encore une fois, vous voyez, en fait, il va stimuler l'auto-guérison du corps. La seule pratique valide dans l'ostéopathie, ça va être les techniques manuelles qui ont un effet modéré, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont accélérer un petit peu la guérison naturelle. Et voilà, en fait c'est du bien-être. Tout le reste, si un ostéopathe se pose les mains sur votre crâne, c'est de l'ostéopathie crânienne et ça n'a pas du tout d'utilité, mais ils apprennent dans leurs 5 ans d'études. Vous voyez le biais d'engagement important qu'ont les ostéos et ils payent 50 000 € leurs études, donc heureusement qu'ils y croient hein, au final. Et voilà, ils ont des bases anatomiques très fortes, physio aussi, sémiologie, tout ça, mais ça n'empêche pas que le reste de la formation soit problématique. Voilà. Donc la thérapie manuelle, ok, ça aide. Tout le reste, non, désolé. Là voilà, la guérison quantique, hein, je ne savais pas quoi dire de plus. Ouais, ok. Donc je passe rapidement. Problématiques rencontrées, on peut voir donc les techniques illusoires, la désinformation à la santé. Vous voyez bien qu'il y a un possible détournement de la médecine, hein, selon les discours des praticiens, les risques sectaires évidemment. Il y a ce langage pseudo-scientifique qui est très important parce qu'on le retrouve énormément dans les thérapies alternatives. Alors autant on va avoir un discours un peu anti-science, autant des fois ça nous arrange quand même. Hein. Donc quantique par exemple, et aussi toutes les neurosciences, ils vont quand même prendre des notions qui sont mal connues quoi, finalement, hein, qui sont dures à expliquer, tout ça. Donc comme ça on peut en faire ce qu'on veut. L'utilisation de concepts New Age dans les thérapies, c'est évidemment problématique. Et donc ça peut causer de l'entrisme dans le champ de la santé, en fait, hein, tout simplement. Je passe rapidement, je vous laisse lire. La récupération culturelle, c'est assez problématique aussi. Vraiment, j'entends des trucs. C'est très à la mode le chamanisme, par exemple. C'est avec la prise d'ayahuasca, qui est une drogue entéogène, donc une drogue qui sert à avoir un éveil spirituel. Mais c'est fait n'importe comment, c'est dangereux, il y a eu des morts, etc. Il y a aussi des problèmes sociétaux, hein, ça amène vers le complotisme, comme on a vu avec ma dérive sectaire. Donc ça, ce sont les chiffres, hein, Fabrice l'a dit, il y a 37% de signalements pour dérive sectaire dans le secteur de bien-être santé et 35% culte et spiritualité. Là, je vous mets rapidement l'économie du bien-être, hein, donc vous voyez, c'est pas mal. Alors évidemment, ça regroupe un petit peu tout ce qu'on peut voir dans le bien-être. Moi, je vous parle particulièrement en fait des pratiques type thérapie alternative. Il n'y a pas que ça. Vous voyez, il y a le tourisme, il y a aussi l'esthétique. Et en fait, en comparaison avec l'industrie pharmaceutique, on voit que le chiffre d'affaires du bien-être est 3 à 4 fois supérieur que Big Pharma. Alors c'est un peu plus complexe parce que comme on a vu, il y a beaucoup de domaines, mais n'empêche, en fait, ça détruit un petit peu l'argument de oui, Big Pharma, ils pensent qu'au fric, tout ça. Non, il ne faut pas oublier que le bien-être, c'est aussi une industrie quand même. Alors, ce qui fonctionne, alors on dirait un petit bonhomme, hein, ça s'appelle une pareidolie, pour ceux qui ne savent pas, et en fait c'est juste 3 ronds, mais on a l'impression de voir un petit bonhomme, c'est rigolo. Les effets contextuels, à l'intérieur des effets contextuels, on va trouver l'effet placebo et l'effet nocebo,
Plus précisément, ça va être l'écoute du praticien, le temps passé avec le client, l'empathie, la bienveillance, on a vu que ça fonctionnait bien. Tout ça, je l'ai eu, hein, vraiment. Le cadre, le cabinet agréable, je vous ai dit, le praticien est affirmé, assuré. Voilà, ça, ce sont les effets contextuels et c'est principalement ce qui va fonctionner dans l'adhésion en fait aux pratiques bien-être, aux thérapies alternatives. Donc voilà, je précise quand même que certaines pratiques ont un intérêt, la thérapie manuelle de l'ostéopathie, la relaxation. Il faut vraiment savoir faire le tri, quoi. On ne va pas tout rejeter en bloc, on va comprendre voilà, ce qui fonctionne. Il ne faut pas avoir des prétentions spécifiques. Par contre, on voit qu'il y a des effets non spécifiques. Si on fait un tour des intérêts des usagers, on va voir que la médecine a mauvaise presse depuis un moment, hein, encore plus depuis le Covid. Donc on a l'impression d'être juste un numéro, en 10 minutes c'est fini, tout ça, alors que le praticien va donc prendre son temps avec nous. Il y a cette volonté hein, vraiment de développement personnel, hein, physique, psychologique. Encore une fois, ce qui est plus naturel, c'est meilleur. Il y a une rencontre aussi, je parle des cercles de femmes, ça c'est intéressant, c'est des pratiques hein, qui se font de plus en plus, où on va essayer de se rencontrer, pouvoir échanger dans un espace vraiment cocooning, quoi. C'est pas tellement des rencontres comme on peut trouver dans des associations, des cercles de parole un petit peu thérapeutiques, vraiment. Non. Là, ça va être très... voilà, c'est des accompagnements bien-être, quoi. Il y a une différence. Il faut voir un petit peu les intérêts, voilà, des gens pour pouvoir répondre aux demandes. La découverte des médecines traditionnelles hein, avec le chamanisme, MTC, c'est médecine traditionnelle chinoise, Ayurveda, et clairement, il y a une envie de comprendre le monde. Donc il y a beaucoup d'intérêt pour la philo, les sciences, vraiment. Il y a vraiment une volonté de comprendre comment le monde fonctionne. Et ce qui est génial avec la spiritualité, c'est qu'il y a des réponses à tout. Les praticiens, c'est pareil, on ne va pas non plus leur cracher dessus. Il y a une vraie volonté d'aider l'autre. Donc on voit qu'il y a beaucoup de reconversions, hein, généralement. C'est des gens qui en ont marre de leur travail, ils veulent trouver un sens à leur vie, pouvoir gagner de l'argent quand même, parce qu'il faut bien vivre, en pouvant aider, en aidant les autres. Après, on voit des disparités. Il y a une majorité de femmes dans les prestations bien-être et les thérapies alternatives, et les hommes vont plutôt se tourner vers le coaching ou les ventes de produits. C'est pour ça que je disais dans les slides d'avant que c'était assez genré quand même, hein. Et puis on va cibler franchement les femmes pour les thérapies alternatives, parce qu'il y a beaucoup de problématiques spécifiques en fait, qu'elles soient psychologiques ou physiques, auxquelles on n'a pas beaucoup de réponses à apporter. Donc elles sont la cible pas mauvaise, pas de façon mauvaise, hein, vous voyez, c'est quelque chose. On veut aider les femmes. Voilà, l'endométriose, c'est mal pris en charge par la médecine, donc nous, on va les aider vraiment. Voilà, c'est plus dans cette idée-là quand même, hein. La spiritualité, donc on parle du New Age, par contre c'est jamais appelé comme ça dans ces milieux. Généralement le New Age il y a plutôt mauvaise presse, hein, c'est un truc de hippie perché. Non, nous c'est de la spiritualité. Nous on a des cabinets, des fois on a des blouses blanches, donc ça n'a rien à voir. Voilà la définition du New Age en gros, hein, c'est quelque chose d'individuel. On prend ce qu'on veut en fait comme croyance. C'est pas considéré comme une religion parce qu'en fait, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de dogme à suivre. Mais ça en a quand même tout l'air, sinon. Mélange de traditions, donc j'en parlais, hein, il y a toute l'influence des religions orientales, l'énergie, les chakras, tout ça, le développement personnel. Et voilà les croyances typiques, loi de l'attraction, hein, c'est on crée ce qu'on pense, la réincarnation, tout est connecté. Donc il s'agit d'un syncrétisme, hein, c'est le fait de mélanger plusieurs croyances. Dans le bien-être, moi, quand je reçois des gens qui me parlent d'énergie, qui veulent un massage, qui va rééquilibrer les chakras, tout ça, je passe pas une heure à lui expliquer pourquoi elle a tort de penser ça, quoi. Je dis, je ne fais pas ça. Moi, voilà, point. Non, désolée, je fais pas, je m'occupe pas des chakras, je suis désolée. Je vais pas juger ce qu'elle pense, elle vient avec ses croyances, il n'y a pas de souci. Par contre, je reproche aux praticiens de le faire. Et puis surtout, en fait, personne
dans le New Age avouent que ce sont des croyances. C'est un acte de foi, en fait. Mais personne ne va mettre ce mot dessus. Et moi, généralement, j'aime bien taquiner sur les réseaux. Je dis non, je ne suis pas croyante. Et les gens ne comprennent pas, en fait. Hein. Vraiment, ça ne veut pas rentrer. Ça, c'est ah non, mais moi non plus, hein, je ne suis pas croyante. Moi, je suis athée. Hein. Oui, je sais bien que tu es athée, mais tu es croyante quand même. Hein. Tu crois à certaines religions. Pourquoi les religions, pourquoi l'hindouisme, en fait ce serait différent que le christianisme, je ne comprends pas. Donc bref, voilà, moi j'essaye d'ancrer un petit peu ce mot, j'ai la foi, vous avez la foi, je ne suis pas croyante, tout ça. Je pense que c'est important de bien faire comprendre en fait que voilà, c'est un acte de foi. L'entrisme dans le système de santé, j'ai déjà dit, mais c'est super dangereux, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment folle, vraiment de voir ça. Et même les pros de santé, en fait, qui valident et puis qui amènent même à des dérives thérapeutiques en fait, hein, en donnant des fausses informations. Il y en a qui se transforment. Et je connais plein d'infirmières qui sont reconverties en kinésio, en machin. C'est vraiment problématique. Il y a certainement une mauvaise information dans les formations des pros de santé et ils minimisent beaucoup les risques. Donc il faut faire de l'info. Et puis je vous pose une question, devons-nous garder le terme bien-être s'il s'agit de spiritualité? Je vous laisse réfléchir et me répondre après. Je vais aller vite parce que je crois qu'on dépasse un peu. Attendez vite. Ok. Donc il y a des biais que je me suis rendu compte quand je suis sortie ma dérive sectaire en apprenant un petit peu tout ce que c'était tout ça. Il y a des biais qu'on retrouve très facilement en fait. Donc le biais de confirmation. Moi je sais que quand je suis sortie, quand j'ai voulu chercher la contradiction aux théories là, que me donnait mon gourou, hein, je l'appelle comme ça maintenant, le problème c'est l'algorithme. Moi quand j'ai cherché sur YouTube, vraiment, il me présentait que des vidéos qui allaient dans mon sens. Je me disais, voilà, la médecine quantique ça existe bien, on est d'accord. Bon. Et il a fallu vraiment que je lutte pour trouver la contradiction. Donc voilà, c'est très compliqué. Et puis évidemment, quand on n'a pas la volonté d'avoir cette contradiction, on va garder que ce qui nous arrange et qui va dans notre sens. Quand on s'engage aussi, financièrement, émotionnellement, c'est super difficile d'en sortir. Moi, je pense à tous ces thérapeutes qui c'est leur gagne-pain, c'est leur vie. C'est leur identité en fait. Donc forcément, souvent ils sont un petit peu agressifs avec moi quand je remets en cause ces croyances, mais je comprends, ça fait mal quoi, vraiment, ça leur fait mal. Je comprends bien. Il y a besoin de contrôle et de sens, on a vu qu'on cherchait tous un sens à notre vie, et ça en donne. Il y a des réponses très faciles, très rapides, et on se sent quelqu'un de bien en fait. L'appel à la nature, donc c'est ce que je dis depuis le début, ça c'est vraiment très fort. Penser que le naturel est meilleur que le chimique, à comprendre les produits de synthèse en fait. Moi je propose toujours de prendre un petit thé de datura. L'appel à l'exotisme, tout ce qui vient d'ailleurs, c'est mieux que chez nous, parce que l'Occident c'est quand même un peu pourri, quoi. La tradition, l'ancienneté, ça va un peu ensemble, quoi, mais plus ça fait longtemps que ça existe, mieux c'est. Et moi, je croyais à ça, vraiment, c'était quelque chose de très fort chez moi. Mais je me dis, finalement, comment on peut ne pas voir le problème, quoi? Encore heureux qu'on a évolué en 2000 ans. Encore heureux, puis on voit bien quand même, on voit bien la médecine chinoise dont tu me parles, elle n'est pas restée à un point précis. De quel moment tu parles, tout ça? Est-ce que tu es sûr de toi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de croyances à la médecine chinoise. En fait, c'est Mao qui l'a détourné complètement et qui a fait ce qu'il voulait avec. Ça attire beaucoup. Donc là, ça fait du tourisme, ça fait une industrie, vraiment, en Occident, ça marche super bien. Et donc on reste bloqué, non mais ça fait 2000 ans que ça existe, tu vas pas remettre en cause. Bon, si, en fait, justement. Je remets en cause parce qu'il y a plus que ça, on faisait des trépanations, est-ce qu'on les remet en place du coup? Comment proposer, j'aime bien dire ça, des alternatives, parce qu'en fait ils se pensent alternatifs, mais du coup c'est tellement ancré maintenant que c'est plus du tout alternatif, quoi, finalement. Donc moi je cherche des alternatives à l'alternative. Je pense qu'on peut déspiritualiser des pratiques. Donc moi je fais des massages, et vous voyez pourtant je fais des massages ayurvédiques, j'ai changé le nom, je dis massage indien. Voilà.
Par exemple, dans la sophrologie, on pourrait devenir praticien en relaxation, tout ça. Je pense que tout ce qui est art-thérapie aussi, c'est intéressant de garder. Et je mets à côté qu'on peut avoir une complémentarité vraiment avec une prise en charge médicale. Parce que tout ça, le bien-être, en plus des traitements un petit peu lourds, je pense aux maladies chroniques, au handicap ou simplement aux pathologies liées à la vieillesse, ça va être intéressant en fait de pouvoir avoir des moments. Et donc le bien-être, pour moi, ça peut être complémentaire d'une prise en charge médicale, mais il faut que ce soit déspiritualisé et sans prétention infondée. Et pareil, je vous demande, est-ce qu'on garde le nom des pratiques ou on garde que ce qui fonctionne? Parce que là, voilà, je mets relaxation, je ne mets pas sophrologie, je mets thérapie manuelle, je ne mets pas ostéopathie. Donc ça, il y a un grand débat. Donc si vous avez des idées, vous pouvez me donner votre avis après. Donc le bien-être, en fait, il faudrait que ce soit des formations encadrées, quoi. Vraiment, il y a besoin de formations ou au moins que ça affiche clairement ce que c'est, ça se base sur des croyances, que tel massage, je parle des massages parce que voilà, je connais, est issu d'une certaine spiritualité. On croit qu'en stimulant tel point. Non, voilà, on ne présente pas comme étant une vérité, s'il vous plaît, quoi. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus d'apprentissage comme l'anatomie. J'en ai fait, je crois qu'on a eu une semaine, mais c'était niveau 6e, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu es masseur. Parce qu'après, il faut payer une autre formation, en fait. Ils proposent des formations d'anatomie palpatoire. C'est vachement bien, mais il faut payer encore 400 €. Donc, bon, voilà. Prestations, oui, voilà. Donc, il faudrait tout simplement oser avoir des praticiens qui disent non, moi je ne fais pas de spiritualité et non, je ne vais pas pouvoir te guérir. Comme certains clients me demandent d'ailleurs, ils me demandent mais qu'est-ce que je dois faire là, j'ai mal ici, mais je ne suis pas kiné, je ne peux pas vous dire. Bref, il faut avoir un peu d'humilité, quoi, et savoir dire mais ce n'est pas dans mes compétences. Et c'est pas facile en fait, parce qu'on est aussi sollicité par les clients. On pense, parce que je travaille avec d'autres personnes, on pense que ce serait bien de créer une charte, mais c'est très difficile en fait, parce que les critères ne sont pas faciles à évaluer, quoi. Pour encadrer les praticiens et donc proposer un annuaire aux usagers, mais voilà, ce serait quand même subjectif, donc je ne sais pas trop encore comment on peut faire ça, quoi. Il y a du yoga engagé, donc il y a du yoga qui va proposer par exemple aux femmes, surtout aux femmes victimes de violences, tout ça, de se retrouver et de pouvoir parler des violences systémiques, tout ça. Pareil, il y a des pratiques adaptées au handicap. Il faut penser parce qu'il y a des grands oubliés en fait dans le bien-être. Voilà, c'est quand même principalement un public blanc, en bonne santé, avec un niveau de vie correct, parce que c'est quand même cher, les prestations bien-être. Donc il faudrait pouvoir s'ouvrir, quoi. En admettant qu'on enlève la spiritualité et les prétentions thérapeutiques, il faudrait aussi pouvoir s'ouvrir à tout le monde. Bon, ça c'est les projets. J'espère pouvoir créer une association dans l'année. Et j'aimerais bien donc continuer à informer là, avec mes petites cartes, avec ce que je fais sur Internet, machin. Proposer d'autres manières de penser le bien-être, comme j'ai fait là. Et je voudrais bien tenir des stands de réduction des risques dans les salons du bien-être. Donc ça, ce serait chouette d'avoir un peu de subvention pour pouvoir tenir des stands ou sans juger du tout, parce que ça, sinon, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Sans juger du tout les gens qui viennent dans ces salons, mais au moins expliquer, voilà, les risques sectaires, c'est ça. Attention, alerte si vous voyez ça. Voilà, soyez vigilants, quoi. Voilà, et puis, éventuellement de regrouper des praticiens ayant les mêmes objectifs et je voudrais aussi créer des salons du bien-être et il y a eu 2 initiatives de fait déjà, c'est pas encore tout à fait ça, il y a peu d'attrait, mais parce que je crois qu'on est encore un peu à côté de la plaque. Je crois qu'on a mis trop de stands sceptiques pour partager les outils d'esprit critique, mais en fait c'est pas ça du tout que viennent chercher les gens dans les salons du bien-être. Oui, j'arrête, c'est le dernier. C'est pas ça qu'ils viennent chercher. Il faut vraiment comprendre ce que viennent chercher les gens et les causes et les conséquences, quoi. Voilà. Donc il faut trouver les besoins des gens et pouvoir y répondre et d'une autre manière en fait que ce qu'on peut trouver actuellement, sans
sans dénigrer, en fait, chacun peut avoir sa spiritualité, mais ne pas systématiquement lier le bien-être avec la spiritualité. Voilà, c'est bon ? C'est bon, merci.